Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis voyageurs aussi, peut-être. Y a-t-il des personnes que j'ai déjà rencontrées, avec qui j'ai voyagé? Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter 2 croisières. L'une au Laos, sur le cours moyen du Mékong, et l'autre au Cambodge et au Vietnam, sur le cours inférieur du delta et le delta du Mékong. Je vous rappelle que le Mékong fait à peu près 5 000 kilomètres. La moitié coule en Chine depuis le plateau du Tibet et arrose au total 6 pays et fait vivre à peu près 60 millions de personnes. En ce qui nous concerne, pour les croisières dont je parle, le fleuve forme frontière entre le Laos et la Birmanie. Vous voyez sur la carte, je suis désolée, vous ne pouvez pas voir mon curseur, ma souris. Donc, voilà, donc à gauche Birmanie, vous voyez à droite le Laos. Ensuite, il forme frontière entre la Thaïlande et le Laos, encore une fois. Et puis, enfin, juste avant Phnom Penh, la capitale du Cambodge, se situe la confluence avec le Tonlé Sap, vous voyez, tout au sud, là, tout en bas de la carte, vous voyez une rivière qui se termine par un lac, hein. Eh bien, c'est à ce moment-là que le delta commence. Dès après Phnom Penh, le fleuve se ramifie en 2 bras principaux que je vous montrerai, et ensuite c'est le delta lui-même, au sud-est de Saigon. Il n'est pas possible de faire une seule croisière Mékong avec ces 3 pays, car il y a des rapides entre le Laos et le Cambodge, et il n'y a jamais eu de travaux. Ça me paraît assez ça ce serait une entreprise titanesque de faire des travaux pour effacer ces rapides entre le Laos et le Cambodge. Donc ce sont 2 croisières séparées. Voici le delta, vous voyez, avec les multiples bras. La vue est, de l'espace, et cela donne sur la mer de l'Est, que nous appelons la mer de Chine. Alors, toutes les croisières que nous vous proposons se font toutes dans le même sens, d'amont en aval. Elles suivent rigoureusement le même programme. La seule différence, elle est météorologique. Il fait plus chaud en novembre, plus frais en janvier, mais il y a plus d'eau pour la navigation en novembre qu'en janvier, et surtout qu'en février. On a décidé d'éviter le mois de mars où vraiment là, la navigation devient difficile. Comme tous les repas se prennent sur le pont, au Pont Soleil, donc si vous faites la croisière de janvier, quelquefois même aussi encore en février, prévoyez une manche pour le petit déjeuner. C'est seulement le matin. Après, dans la journée, le soleil est là et au contraire, il fait chaud, même en janvier. Voici, un de ces bateaux de la compagnie birmane Pandao. Ce sont des bateaux qui semblent être en bois, mais qui en réalité ont une carcasse de métal et un habillage en bois. Au Laos, il faut des petits, ce sont les plus petits de la flotte Pandao. Le Sabaïdi n'est pas le plus petit, mais presque. Donc un bateau de type colonial, particulièrement petit parce que seuls les bateaux de taille modeste peuvent naviguer facilement au Laos. C'est un bateau qui n'a que 2 ponts, 14 cabines. Je crois que celui qui est plus petit, le Champa, doit avoir 10 ou 12 cabines, vous voyez, un tout petit peu plus petit. Et c'est un bateau à coursive, comme vous le voyez, c'est-à-dire que toutes les cabines ouvrent sur le fleuve. La seule différence, c'est leur hauteur par rapport à l'eau. Elles sont toutes très confortables. Hem, vous savez que ces croisières ne sont pas du tout, possibles pour, les personnes qui sont en fauteuil roulant. Pour les personnes qui ont du mal à marcher,
pas en fauteuil, hein, mais simplement du mal à marcher ou surtout à monter les escaliers, eh bien, le conseil, c'est de vous proposer de prendre une cabine au Pont Soleil. Là, l'étage le plus haut, là où se trouvent les cabines 200, parce que c'est à ce pont que vous aurez le moins de déplacements à faire. Parce que c'est à ce pont qu'on se réunit pour les repas, on prend tous nos repas ici. C'est là qu'on assiste aux conférences, aux réunions, pour, lorsque j'explique le programme du lendemain, là où nous prenons l'apéritif, et cetera, et cetera. C'est seulement lorsqu'on part en excursion, c'est-à-dire à l'aller et au retour, donc seulement 2 fois par jour, qu'il faudra monter ou descendre les escaliers. Donc ça, c'est un conseil juste pour les personnes qui, n'aiment pas ou ont des difficultés avec les escaliers. Donc voici le pont Soleil et la partie restaurant, c'est là où se trouvent les gens tout au fond et ensuite il y a une partie bar qui est le bar et en plus le lieu où se font les conférences dans l'espace fermé du bar. La cuisine qui nous est proposée est une cuisine, internationale, asiatique, heu heu, parfois asiatique, plus asiatique, parfois une cuisine fusion, mélange, occidental et asiatique. Le petit déjeuner est un petit déjeuner buffet et à la commande et le déjeuner pareil, buffet et à la commande. Par contre, le dîner est servi à table. La nourriture est très bonne, très fraîche, très, très saine. Il y a de nombreuses boissons incluses. C'est ce que nous appelons le free flow drink, c'est-à-dire, H24. Vous pouvez avoir bière, soda, gin, whisky, vodka, rhum. Vous avez une bouilloire et une machine à café dans les cabines. Le frigo est rempli avec les boissons dont je viens de parler, c'est-à-dire bière et soda. On vous fait cadeau lorsque vous embarquez d'une gourde qui vous permet, d'aller la remplir dans la fon à la fontaine à eau. Il y en a une par étage. Donc, que faut-il payer par rapport aux boissons? Qu'y a-t-il en supplément? Essentiellement le vin, rouge ou blanc, et puis certains types de café, l'espresso, le latte, le cappuccino. Bon et même, la dernière fois, on n'a pas payé les cafés puisque, étant donné que maintenant il y a les machines à café dans les cabines, le purseur, c'est-à-dire le comptable du bateau, juge que ça ne rime à rien de faire payer les espressos puisque vous pouvez en avoir gratuitement dans vos cabines. Alors que reste-t-il à payer? Eh bien, le vin et la blanchisserie. Ce bateau est très petit, toutes les cabines sont utilisées par les passagers, donc il n'y a pas de cabine de massage. Les conférences, je vous le disais, se font dans le bar avec, les projections et les sujets sont très différents selon les directeurs de croisière, conférenciers, pour vous donner une idée, donc là, c'est moi et c'est, donc, là, on est, au bar. L'itinéraire, eh bien, comme tous les voyages d'exception, le groupe, ici au Laos, c'est une vingtaine de personnes pour les 14 cabines, est accompagné par le directeur de croisière conférencier dès l'aéroport de Roissy. Il est là pour aider à l'enregistrement, mais aussi pour aider au transfert à l'aéroport de Bangkok vers Chiang Rai, qui se trouve au nord de la Thaïlande. Vous voyez où est Chiang Rai? C'est le numéro 2 et 3 du vol aller. Donc on fait, Roissy, Charles de Gaulle, Bangkok et puis Bangkok, Chiang Rai. Et à Chiang Rai, nous sommes à l'hôtel, dans un très bel hôtel, le Riverie. Ça nous permet de visiter quelques temples dans la région de Chiang Rai et puis,
Nous ne sommes pas encore sur le Mékong. Le lendemain, nous allons vers le Triangle d'Or et nous visitons le musée de l'opium, qui est extrêmement intéressant. Voilà, le Triangle d'Or, c'est toute la partie qui est en rose. Vous voyez où est Chiang Rai, vous voyez, on est au cœur de l'ancien trafic d'opium. Je fais une conférence toujours sur l'opium quand nous sommes juste avant la visite du musée. Et nous embarquons le lendemain, juste après cela, juste après la visite du musée de l'opium, nous embarquons, nous prenons la route pour rejoindre notre bateau où nous quittons notre guide thaïlandais et nous sommes accueillis par notre guide laotien qui sera avec nous tout au long de la croisière jusqu'à Vientiane. Tous nos guides du voyage sont francophones. On en a 3 en général. Le premier c'est en Thaïlande, le deuxième pour toute la troisième, pour toute la croisière et le dernier, le deuxième pour toute la croisière et le dernier, le troisième, c'est pour l'extension vers le sud. Lorsque les passagers arrivent sur le bateau, lorsqu'ils embarquent, c'est unanime. En général, ils sont ravis du bateau, de l'accueil, de la gentillesse du personnel de bord. Nous sommes là encore au jour 3. Vous voyez le numéro 3 à Soprak. C'est là que nous embarquons. Nous arrivons là sur le Mékong. C'est le lendemain que nous faisons les formalités douanières qui sont assez, rapides. Le poste frontière de Chiang Kong où nous sommes accepte les e-visas. Ne les faites pas si vous voulez absolument prendre un e-visa. Faites bien attention aux dates de péremption, ne les faites pas trop tôt parce que vous seriez obligé de le refaire. Par contre, il n'y a aucun problème pour les faire au poste frontière, ça coûte même moins cher. Par contre, si vous le faites au pont de frontière ou que oui ou que non, il faut que vous prévoyiez des coupures de 1 $. On nous demande ces coupures comme frais de dossier, que vous ayez déjà votre, e-visa ou que vous le preniez au poste de frontière et comme ils ne font pas de monnaie, c'est toujours, très embêtant, de chiner, quelques coupures d'1 $ à droite, à gauche. Ensuite, vous voyez que nous arrivons au numéro 5, là, à Pakbeng. Pakbeng, c'est là que nous visitons le camp des éléphants. Il s'agit d'une jeune femme française qui s'appelle Wendy, qui a créé cette association il y a une petite dizaine d'années avec son mari et qui tient un lodge juste de l'autre côté du Mékong où nous allons déjeuner juste après. Et c'est une très belle visite, personne ne la regrette et croyez-moi, les éléphants sont extrêmement heureux dans, ce cadre du camp des éléphants. Et le soir, c'est le moment idéal pour faire un barbecue sur un banc de sable. C'est une tradition chez Pandao qui est permise par la maniabilité des bateaux, que vous voyez, qui peuvent approcher tout contre les bancs de sable. Donc, on fait un grand feu, on mange des brochettes, le personnel de cuisine nous prépare un barbecue et ensuite on lance des lanternes magiques. C'est un très grand moment qui se passe là, à ce moment-là. Très agréable, de la musique, on peut danser, c'est variable, ça dépend, des groupes. Et puis on continue vers les grottes de Pakou. Vous voyez qu'à cet endroit, le Mékong fait, une grande boucle en descendant vers, Luang Prabang. La navigation se poursuit et devient plus délicate avec des écueils. Il y a des nilomètres un peu partout pour voir la hauteur, de l'eau et nous arrivons aux grottes de Pakou. Grand moment aussi,
Ça se trouve, ces grottes se trouvent à la confluence entre le Mékong et un ses affluents qui s'appelle la Nam O. Voici donc, la navigation. Vous voyez beaucoup d'écueils, tout dépend quand est prise, la photo. Et puis voici le fameux rocher qui se trouve, c'est même une falaise, hein, qui se trouve à la confluence entre la Nam-oh et le Mékong. Et là, dans une anfractuosité de la falaise, il y a des escaliers qui ont été ménagés et dans des grottes peu profondes, il y a une quantité de Bouddhas qui ont été déposés. Nous n'arrivons pas avec notre bateau, nous arrivons avec des bateaux de transfert. Voici les fameuses statuettes qui ne datent pas d'hier. Ça fait des siècles que ce lieu abrite ces statuettes parce que les anciens pensaient qu'il y avait des génies des eaux qui se trouvaient là, à la confluence entre ces deux fleuves. Et le roi venait en pèlerinage régulièrement pour, une fois par an, au moment de la fête des eaux, pour honorer ces génies des eaux et leur demander de protéger les riverains, d'éviter les inondations. Le même jour, nous arrivons à Luang Prabang, le clou du Laos, une ville unique dans un site unique à la confluence du Mékong et d'une autre rivière qui s'appelle la Nam Khan. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas voir mon curseur. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Vous voyez que cette rivière, la Namkhan, logiquement, elle devrait couler tout droit pour se jeter dans le Mékong. Mais elle est gênée par une petite montagne, une colline, qui s'appelle le mont Poussy. Ce mont Poussy, il est juste au centre de la photo. C'est une sorte de trapèze qui est là avec un petit mont. Vous ne pouvez pas lire le Poussi, mais vous pouvez deviner, parce qu'il y a peu d'habitations et de rues tout autour. Et donc, pour éviter ce bloc rocheux, la Namkhan fait un tournant vers la droite avant de se tourner de nouveau dans le Mékong vers la gauche. Et cela forme cette péninsule qui est tout à fait remarquable. C'est surtout ce site extraordinaire de Luang Prabang qui retient l'attention. Mais pas seulement. Donc juste devant le mont Poussy, vous voyez un bâtiment peut-être qui occupe tout un pâté de maisons qui est tout rouge, c'est le Palais Royal. Et juste en face, il y a deux petits bateaux, hein, et un autre bateau sera amarré là. Donc nous serons tout à fait au centre. Alors voilà ce que nous verrons. On voit bien ici la confluence. Le palais royal qui n'a rien à voir avec le palais royal de Bangkok, ni même celui de Phnom Penh que je vais vous montrer tout à l'heure, mais qui est très intéressant et qui surtout nous rappelle la tragédie de fin de vie de l'ancienne famille royale du Laos qui a été persécutée et mise à mort par les communistes du Pathet Lao quand ils ont pris le pouvoir en 1975. Donc le palais royal, des temples, le mont Poussy se trouve juste derrière celui-ci, qui s'appelle le Wat Mai. Ici, le Wat Saint Tong, qui est le plus important de la ville de Luang Prabang. On voit aussi des centres d'artisanat et le soir, sur le pont, on fait la cérémonie du Bassi. Le Bassi, c'est une sorte, c'est considéré un peu partout comme une cérémonie de bienvenue, de porte-bonheur, de chance. Alors on vous noue des brins de coton blancs autour des bras. Je devrais retirer ma photo parce que d'une part, on ne donne pas d'argent et d'autre part, les brins de coton ne sont pas oranges mais blancs. Et la raison profonde, en fait, de cette cérémonie, c'est que, comme tous les peuples asiatiques, autrefois, les Laotiens étaient animistes et ils pensaient que nous avions plusieurs âmes, une quarantaine d'âmes, et que au moment d'un voyage, d'un mariage, d'une maladie, d'une naissance, d'un fait marquant,
dans la vie, nous pouvions perdre une de ces âmes ou plusieurs de ces âmes. Et donc, on nous propose cette cérémonie Bassi pour que justement, nous ne perdions pas des âmes au moment de ce voyage. Et donc ici, c'est moi-même avec, le prieur, l'homme qui vient pour faire la cérémonie, accompagné, de dames, du village. Il y a une dizaine de personnes. Il y a aussi des enfants qui viennent danser. C'est extrêmement joyeux. Les morceaux de coton étaient tous suspendus autour de ces pointes d'œillets d'Inde et maintenant qu'elles sont à nos poignets, eh bien, nous n'avons plus, besoin de ce support et il nous est donné, en cadeau. Voilà, c'est la cérémonie du Bassi et le lendemain matin, une autre cérémonie dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit de la cérémonie d'offrande aux moines, la cérémonie de l'aumône, très tôt le matin, que l'on appelle le takbat, qui est devenue une affaire commerciale malheureusement, qui est incontournable en même temps parce que, comment dire qu'on est allé à Luang Prabang sans avoir assisté à cette, cérémonie du Takbak et donc on est à la fois médusé par, ces moines qui viennent, qui acceptent dans leur, sébile nos poignées, de riz et de voir ces moinillons aussi qui font partie de la quête et très sérieux, c'est assez touchant en même temps. J'avoue, j'ai une opinion assez nuancée sur, le sujet. Alors après cela, on quitte Luang Prabang pour, une petite ville où on fait de la poterie. Le fleuve s'élargit au sud de Luang Prabang. Nous allons voir une ferme laitière de Bufflon. C'est une dame de Nouvelle-Zélande qui a créé cette association pour, indiquer aux femmes, laotiennes qu'elles peuvent aussi donner du lait de Bufflon à leurs bébés. Et sur le chemin, nous nous arrêtons aux très belles cascades de Kwangsi. Ce sont les plus belles, il y en a beaucoup dans la région. Celles-ci sont les plus belles. Vous voyez qu'elles forment des bassins qui permettent de se baigner. Ici, c'est la dernière des croisières que j'ai faites au mois de février dernier. Prévoyez des sandales en plastique pour ne pas glisser, mais bon, c'est très agréable. Et après cela, eh bien, nous sommes presque la croisière est presque terminée et nous avons encore 2 types de visites à faire. Le premier type de visite, ce sont des villages qui permettent de comparer l'architecture traditionnelle des ethnies, c'est-à-dire sur pilotis ou au contraire très enfoncés dans le sol, et cetera. Et la deuxième, c'est le barrage de Xayaburi, qui est très impressionnant. C'est la plus grande centrale hydroélectrique du Laos, avec, l'écluse qui lui est associée. C'est la seule en fait le sur le Mékong, sur le moyen et le bas Mékong. Il y a des écluses sur le Mékong, mais en Chine. Et sinon au Laos, sur les affluents du Mékong. Mais sur le Mékong lui-même, c'est la seule au Laos. Il y en a une autre qui est en projet, malheureusement. Alors nous n'allons pas jusqu'à Vientiane, en bateau. Nous ne le pouvons pas, nous ne le pouvons plus. Il n'y a plus assez d'eau et le débarquement se fait en 2 temps. Alors d'abord, nous embarquons sur ces bateaux qu'on appelle des slow boats qui sont très confortables. Ce sont des bateaux où, notre capitaine, embarque, c'est lui qui fait la navigation. 2 membres de la cuisine embarquent également, nos valises aussi, à l'avant. Et ensuite, lorsqu'on ne peut plus, non plus, descendre le Mékong avec ce bateau, eh bien, on prend un bus qui va nous conduire jusqu'à Vientiane. Vientiane, la capitale,
où nous serons à l'hôtel Salana, qui est un très bel hôtel au bord du Mékong. À cet endroit-là, le Mékong est extrêmement large. Il n'est plus question de, de rapides ou de gorges comme au niveau de Luang Prabang. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de fonds. Alors, à partir de Vientiane, soit vous rentrez en France, soit vous avez souscrit pour l'extension qui se trouve au sud. Et dans ce cas, on prend l'avion à Vientiane, toujours accompagné par votre directrice de croisière ou directeur, et vous arrivez jusqu'à Paksé, qui est la capitale du sud du Laos. Il fait beaucoup plus chaud au sud. Nous sommes, vous voyez, tout à fait à la frontière cambodgienne et nous sommes accueillis par un autre guide, un guide du Sud, et nous faisons route pour Champasak. Champasak, qui est une ancienne petite ville coloniale où nous sommes logés dans un très bel hôtel au bord du Mékong, The River Resort. Heu, Là encore, alors c'est un hôtel avec bungalow, donc c'est pas du tout adapté aux personnes qui marchent mal, mais il y a des voiturettes électriques, on peut, s'organiser. Mais l'extension est particulièrement peu adaptée aux personnes qui marchent mal. Alors je vais vous donner, heu, 4 raisons, on va dire, de faire cette extension. La première, visiter Vientiane. Alors, vous allez me dire: «Mais il y a rien à voir à Vientiane», c'est ce que disent souvent, les gens. Mais c'est pas vrai. C'est un très bon complément à notre visite du Laos, même si c'est rapide. Il y a peu, c'est rapide, mais ça vaut la peine. Tout ce qu'on voit est intéressant. On voit, vous voyez, en haut à gauche, le hem, le Patouchai, qui est l'arc de triomphe, de Vientiane. On voit à côté ce grand stupa doré qui est, l'emblème, du Laos et surtout de la capitale, et puis les 2 temples en bas, l'un qui sont les plus anciens de la ville, l'un est transformé en musée de la statuaire. On a de très beaux bouddhas, très belles statues, et l'autre qui est, peint avec, des peintures murales, donc très intéressant. Donc voilà la première raison. La deuxième raison, alors voilà, donc ça c'est l'extension. Il peut y avoir très peu de monde, mais vous voyez, je suis là et même s'il y a peu de personnes qui, se sont inscrits, vous êtes accompagnés. Et la deuxième raison, c'est que, Champasak, c'est l'ancienne capitale du Tchenla, c'est-à-dire qu'avant encore, il y avait un royaume pré-angkorien et c'est là que se trouvait la capitale, très précisément. Malheureusement, le Mékong s'est ensablé sur sa rive gauche et il s'est creusé au contraire sur sa rive droite et vous voyez hem, par relevé électromagnétique, on a pu déterminer en rouge les murs de l'ancienne capitale et dont une grande partie sont dans le Mékong, ont été complètement, grignotés. On a trouvé d'ailleurs des objets dans le Mékong. Nous, nous irons un petit peu plus loin, là où il y a les petits carrés rouges, voir le temple du Wat Po. Ça nous permet de constater l'extension de l'empire khmer vers le nord, de voir les bas-reliefs aussi, magnifiques. C'est un lieu de pèlerinage, c'était autrefois au 9e, 10e siècle jusqu'au 12e siècle, un lieu de pèlerinage. Vous voyez cette longue allée suivie d'escaliers pour monter vers le Saint des saints. Ça, c'est typiquement un cheminement de pèlerinage. Nous prendrons une voiturette pour arriver jusqu'au plus loin où nous le pouvons et ensuite on prendra les escaliers. Donc voilà, les voiturettes nous conduisent jusqu'à ces 2 bâtiments qui se trouvent dans la partie basse et ensuite, vous voyez les frangipaniers là, le long des escaliers qui nous permettent de monter, tout en haut. Voici le saint des saints, hein, tout en haut, pré-en-coréen,
qui date du 8e, 9e siècle. C'est avant encore, c'est plus ancien qu'encore. Les bas-reliefs, vous voyez, ce sont des bas-reliefs extrêmement rares de l'hindouisme, où vous voyez la trimurti de l'hindouisme, c'est-à-dire Shiva, Brahma et Vishnu. Difficile de les voir tous les 3 représentés, ou bien alors d'autres dieux, comme ici Indra sur Airavata, ici Vishnu sur Garuda aussi, des Dvarapala, gardiens des temples. Bon. Troisième raison de faire cette extension, c'est d'aller au plateau des Bolovènes pour voir les plantations de thé et de café. Ici, vous voyez les graines rouges de café Robusta. Et donc, c'est une occasion de voir ces plantations. Et enfin, tout à fait au sud, c'est l'occasion d'admirer les chutes du Mékong dans la région que l'on appelle Sipandon, les 4000 îles. En fait, 4000, je n'en sais rien, mais ce sont ces îlots que vous voyez là, qui ont donné le nom de la région, sur lesquels il n'y a quelquefois que quelques herbes et très peu d'arbres. Autrefois, il y avait des dauphins. Le dernier est mort malheureusement l'année dernière. C'est une espèce qui est disparue à cet endroit-là. Voici, l'espèce de bac que nous prenons pour rejoindre notre hôtel, pour ne pas faire tout le tour, pour gagner du temps. Et voilà la région des 4 la région des chutes du Mékong, de Sipandon. À cet endroit-là, le Mékong fait 14 kilomètres de large. Vous le voyez, hein, c'est vraiment l'extrême pointe du Laos, à la frontière du Cambodge, et nous voyons les chutes de Lipi et à droite les chutes de Phapheng. Et elles sont plus ou moins spectaculaires, ça dépend de la période quand est prise la photo, parce qu'il y a plus ou moins d'eau. Voilà, j'ai terminé pour cette première croisière Laos. Je vais parler maintenant de la croisière Cambodge-Vietnam qui se trouve sur le bas Mékong et on peut dire aussi jusque au delta. Toutes ces croisières sont à la descente. Cela permet de proposer exactement le même produit. À la descente, c'est-à-dire que l'aérien est assez simple. Depuis, Charles de Gaulle, on arrive à Bangkok et à Bangkok, on a, le transfert, sur un autre vol et on arrive à Siem Reap où nous sommes logés, là, dans un hôtel qui nous permet de faire les visites des temples d'Angkor où nous restons 3 jours. Tous ces temples sont, hindouistes. Alors ne confondez pas Angkor et Angkor Wat, comme on le voit souvent. Angkor Wat n'est qu'un des nombreux temples d'Angkor, qui sont tous, là. Angkor Wat est hindouiste, dédié à Vishnu. Le Taprom, que je vais vous montrer après, hindouiste aussi. Bantisrey n'est pas sur la photo. Vous savez, c'est le temple qui a tellement plu à André Malraux qu'il a voulu en rapporter les très belles sculptures. L'exception, c'est Angkor Thom, qui est le temple juste au centre de la photo, là où se trouve le bâillon. Et là, c'est un temple qui est bouddhiste. C'est une exception. On vous expliquera ça, évidemment, pendant les visites. Il y a, pendant cette croisière, 2 moments où il faudra faire respecter, la manière de s'habiller. D'une part, lorsqu'on visite les temples d'Angkor, il y a un dress code, ainsi que lorsqu'on visite le palais royal de Phnom Penh. C'est le premier point fort culturel du voyage, qui en présente plusieurs. Lorsqu'on a fini alors voilà, Angkor Wat, pardon, je vais trop vite. Voici le taperum qui est en train d'être dévoré par la végétation et on ne peut pas couper la végétation parce que sinon les pierres, tomberaient, hein. Et Angkor Thom, le temple bouddhiste, particulier par rapport aux autres, hein, on le reconnaît à ses visages qui surmontent les portes et les tours, du temple, hein. Voilà.
Et lorsqu'on a fini, les visites, de Angkor eh bien, on prend le bus pour rejoindre Kampong Cham et Phnom Penh. En effet, regardez le cours du Mékong. Le Mékong, il est à droite de la carte. Lorsqu'on est à Angkor, on n'est pas dans le bassin du Mékong, on est dans le bassin du Tonlé Sap. Et donc, pour rejoindre notre voie navigable, on part de Siem Reap, on passe par Angkor Thom et on arrive à Kampong Cham. Et c'est là que on a la connexion, que l'on peut embarquer sur le Mékong. Et cela fait 4 heures de route à peu près. Là, à Kampong Cham, nous rejoignons notre bateau, le Bassak, hein, Pandao Bassak, qui est beaucoup plus grand que le Sabaïdi sur le Laos. C'est un bateau colonial du même genre, mais lui, il a 3 ponts au lieu de 2, avec 30 cabines au lieu de 14. Il y a 10 cabines au rez-de-chaussée, si je puis dire. Si vous regardez à gauche, vous voyez, il y a des fenêtres, c'est le restaurant. Et après, c'est 10 cabines au même niveau que le restaurant. Ce sont les cabines 100. Ensuite, on a 20 cabines tout à fait au-dessus, au pont supérieur, et avec 2 cabines panoramiques, c'est-à-dire des cabines qui permettent de voir l'avant de la navigation, tandis que normalement, toutes les cabines ouvrent sur les coursives. Donc là, il y a une double orientation devant et sur les côtés. Ce sont les cabines 301 et 302, ce sont les meilleures, évidemment. Il n'y a pas de cabine au troisième niveau, à l'étage du Pont Soleil. Il y a seulement un petit bar et la salle de conférence est au sous-sol. Les prestations sont les mêmes que sur le Sabaïdi au Laos, c'est-à-dire que vous payez surtout certains cafés et puis le vin et la blanchisserie. Il y a aussi des massages. Il y a une cabine qui est dédiée au massage, donc ça, c'est possible aussi. Alors, les excursions, donc on alterne entre les villages, comme ici à Angkor Ban, où hem, la compagnie Pandao a créé une bibliothèque dans une école que vous allez visiter. Et souvent, les passagers se cotisent pour acheter un peu de fournitures scolaires à Siem Reap en prévision de les distribuer. Voici donc, l'école que vous visiterez. Également, au même endroit, cette excursion que l'on faisait en char à bœuf, eh bien, nous avons une bénédiction qui nous est proposée dans un des, sanctuaires du village, Kampong Trala, dans un des temples bouddhistes. Et nous arrivons à Phnom Penh. Là, on voit bien la ramification et on voit que les choses commencent à bouger, qu'on va arriver dans le delta. Phnom Penh, c'est le deuxième point fort culturel. C'est un site très intéressant. Vous remarquez à gauche un cours d'eau assez fin et plutôt marron. C'est la rivière Tonlé Sap, tandis qu'à droite, un cours d'eau beaucoup plus puissant, et plus jaune, et là, c'est le Mékong. Et il rase la ville de Phnom Penh, là où se trouvent les nuages blancs, et ensuite, il se ramifie en 2 bras, le Mékong qui reste jaune, et un autre, vous voyez, qui a pris la couleur marron de la rivière Tonlé Sap, mais qui est aussi heu, le le Mékong qui est là, et on voit bien la ligne de partage des eaux quand, on navigue au sud de Phnom Penh et que l'on navigue vers le Vietnam. Donc un site avec une confluence intéressante, et nous visitons le palais royal que vous voyez ici, qui est fait de plusieurs, pavillons où on nous demande justement une tenue, très,
traditionnelle, sinon on va être obligé d'acheter un t-shirt. Le un châle ne suffit pas. Donc le Palais Royal avec tous ses bâtiments, il y a toujours, mais en très mauvais état, le des galeries qui sont peintes parce que le Mékong, il est là juste. C'est comme si la photo était prise du Mékong, en fait. Et quand le Mékong déborde, eh bien, il lui arrive, d'inonder les galeries du Palais Royal et c'est pourquoi ces très jolies, fresques qui datent de la fin du 19e siècle, peintes avec des pigments naturels, sont très difficiles à restaurer, certaines d'entre elles, et deviennent très peu lisibles. En général, ce sont des scènes du Ramayana, comme celle que vous voyez. Deuxième point fort, c'est la visite du musée national, très agréable à visiter parce que il est de plain-pied et avec des galeries ouvertes sur l'extérieur. C'est un florilège de, sculptures en bois, en bronze, en pierre, de l'époque, angkorienne et puis, cela rappelle aussi alors, au fond, à gauche, vous voyez un bâtiment rouge brique, c'est le monument dédié à l'indépendance. Donc Phnom Penh nous rappelle l'histoire coloniale, 1954, l'indépendance obtenue sans verser de sang de la part du roi Sihanouk. Et qui est enterré, il n'est pas enterré ici, mais voilà le monument avec ce toit à étages doré. C'est le monument dédié au roi Sihanouk. Depuis qu'il est mort, il a tenu à être enterré, en complet veston et non pas, en costume de roi des rois, comme, ses prédécesseurs avaient l'habitude de le faire. Enfin, la visite de Phnom Penh nous rappelle ces terribles événements qui ont secoué le Cambodge pendant 4 ans, la terrible tragédie, la folie Khmer Rouge, avec la capitale vidée de ses habitants et on visite le S21. On ne visite rien d'autre, hein, de tragique, mais le S21 qui était un ancien lycée français qui a été transformé en centre de torture, de relégation, d'instruction, pour, les prisonniers, qui étaient soupçonnés d'être sympathisants du Vietnam et donc hostiles à la révolution, Khmer Rouge. Donc c'est une visite beaucoup moins agréable, elle n'est pas obligatoire évidemment, on peut rester dans le jardin. Voilà. Alors ensuite, après Phnom Penh, eh bien, on va passer très, très vite la frontière avec le bateau. Le Vietnam, c'est déjà ici, là où se trouve, la pointe de la flèche. Les formalités sont assurées par le purser du bateau, le comptable. Il n'y a pas de solution de continuité, sauf que le Mékong s'anime. Alors qu'il était très calme au Cambodge, eh bien, au Vietnam, il devient très, très industrieux, avec beaucoup, beaucoup de bateaux, de transport de matériaux et aussi de pêcheurs. Et ensuite, nous arrivons à Sadek. Sadek, ça vous dit peut-être quelque chose, si vous êtes grand lecteur, en particulier de Marguerite Duras, qui a écrit cette trilogie indo-chinoise que les conférenciers ne manquent pas de vous rappeler. Donc ce souvenir de Marguerite Duras avec, la visite de la maison de l'amant, qui est une fois de plus en restauration. Donc je ne sais pas, elle est peut-être restaurée déjà puisque c'était l'année dernière. La visite d'un temple aussi commandé par son père. Alors dans cette maison de l'amant a été transformée en musée. Sur, les murs, on voit des photos, celle-ci, du film et celle-ci qui est l'amant en réalité. Donc si on fait la comparaison, on est un petit peu, déçus, mais bon voilà, c'est comme ça. Voici les merveilleux acteurs, mais surtout Sadek, c'est aussi un marché magnifique qui est un des grands marchés d'approvisionnement de la capitale, de Saïgon. Toutes ces visites
Ce n'est pas comme au Laos, les bateaux sont beaucoup moins maniables, ils ne peuvent pas approcher. Donc toutes ces visites se font en général en bateau de transfert avec, ici, le purser du bateau, ici le guide, la directrice de croisière, moi-même et le chauffeur. Il ne faut pas prendre exemple sur moi, j'ai dû oublier de mettre mon gilet. Et on arrive dans le delta qui est menacé par une catastrophe écologique inévitable. On vous donne les dates ici, entre 2030 et 2100 pour l'évolution du delta et en B1, M1 et M3, eh bien, c'est suivant que l'on est optimiste ou pessimiste. Mais quoi qu'il en soit, en 2100, apparemment, il ne restera plus grand-chose du delta. Et on arrive, on débarque à, Saïgon. Alors, je me fais souvent reprendre, on me dit: «Mais c'est Ho Chi Minh Ville». Oui et non, parce que en fait, Ho Chi Minh Ville, c'est tout le district. C'est un terme administratif ou une appellation, aéroportuaire, si je puis dire, parce que en réalité, même les Vietnamiens disent Saigon, surtout pour, le centre, de la ville, c'est toujours Saigon. C'est beaucoup plus rapide à dire que Ho Chi Minh City ou Ho Chi Minh Ville. Alors, Saigon, qui est la capitale économique du Vietnam, on débarque là, on va à l'hôtel et on fait les visites des principaux bâtiments, la plupart coloniaux. Ici à gauche, l'opéra, hein, à droite, l'hôtel de ville. Et vous verrez d'autres bâtiments comme le musée de la pharmacie, une pagode du XVIIIe siècle et d'autres souvenirs coloniaux comme, la cathédrale, la poste par exemple, ou alors d'histoire plus récente, le palais de la Réunification construit par, les Américains et puis les grands marchés, chinois comme, le marché de Cholon avec son temple et puis la ville moderne comme vous voyez je suis venue la première fois à Saigon en 2010. Aujourd'hui, la ville est complètement, méconnaissable avec, modernité oblige, ces immeubles de grande hauteur hein, qui rivalisent avec d'autres, immeubles de grande hauteur, des capitales asiatiques voisines. Et par contre, toujours la même chose, une circulation infernale de motos. Heureusement que ce sont des motos, si c'était des voitures, ça serait absolument pas possible, hein. Donc les motos au stationnement, en ville, partout, avec des difficultés pour les piétons de circuler, de traverser. Vous croyez ici qu'ils sont 3 sur les motos la moto? Eh bien non, ils sont 4 en réalité, vous voyez? Il y a une petite fille devant qu'on ne voit pas de dos. Voilà, c'est toujours comme cela à Saigon. Et ensuite, il vous est proposé une extension. Alors là, vraiment, tant qu'à faire un voyage, aussi long en heures de vol, il faut absolument, choisir l'extension qui vous permet de visiter les autres régions du Vietnam. Vous voyez que c'est un pays tout en longueur. Je vous rappelle qu'à l'époque de l'Indochine française, le pays était divisé en 3 parties. La région de Hanoï au nord, c'était le Tonkin. La région du centre, dont la capitale est Hue, c'était la Nam. Et puis, au sud, autour de Saigon, c'était la Cochinchine. Donc, après la Cochinchine, il vous est proposé de prendre l'avion pour aller en Annam, pour visiter l'ancienne capitale impériale de Hue, avec la dynastie Nguyen que vous pouvez voir. Et l'on voit donc ces 3 villes, Hoi An, Da Nang et Hue. Hoi An, c'est un ancien port. Vous voyez, il y a un très beau littoral, une très belle façade maritime pour le Vietnam, mais cette côte est très, très peu, praticable. Il n'y a pas d'abri naturel, les ports se sont ensablés. Heu, le seul port naturel vraiment, c'est Haiphong, hein, donc on visite Hoi An, charmante petite ville, qui était un comptoir commercial chinois et japonais, capitale de la soie.
À Hoi An, on voit aussi, tout ce ces ce cette partie agricole du Vietnam avec les buffles, avec, les rizières. On voit également la ville de Da Nang. Da Nang qui était la célèbre plage où se reposaient les Marines pendant la guerre. Plage magnifique, mais là aussi où on peut visiter le musée Cham, qui est une unique occasion de découvrir la civilisation, ancienne du Vietnam qu'on appelle le Champa. Alors voici la plage de Da Nang. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de, personnes qui s'étaient inscrites pour l'extension. C'est pas toujours le cas, quelquefois il n'y a que 4 ou 5 personnes. Là, vous voyez presque tout le groupe, s'était inscrit. Donc on est sur la plage de Da Nang, on prend l'apéritif là. Un peu plus loin, dans les rizières et les espaces agricoles, on fait la connaissance avec, un buffle. Ici, ce sont les bateaux paniers. Vous voyez là, parmi, dans les arroyos, on navigue dans les arroyos, on essaie de pêcher, on n'arrive à rien bien sûr, mais ce sont des palmiers d'eau qui sont là. Et puis ensuite, nous arrivons à tout à fait au nord, hein, au Tonkin. Voilà, on continue notre chemin vers Hanoï. On visite Hanoï, qui est une capitale qui est restée assez dans son jus, assez remarquable pour, les, l'urbanisme typique, l'urbanisme colonial remarquable aussi, hein. C'est vraiment, il y a un livre à faire, d'ailleurs il a été fait, qu'on appelle le livre blanc, de Hanoï, hein, où, on nous présente justement, ce patrimoine urbain, extraordinaire qui n'a pas été détruit à cause de la présence communiste qui n'avait pas d'argent, pour, envisager, une modernisation et d'ailleurs la modernisation n'était pas du tout dans les plans communistes. Et on termine avec, la baie d'Along, hein, comme vous l'avez vu ici. On a un bateau spécial sur la baie d'Along qui nous permet de passer une nuit dans la baie. Alors on dit toujours: «Ah, il y a trop de monde dans la baie d'Along». Oui, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine de visiter, cette baie si vous ne l'avez pas vue, quelle que soit la météo, qu'il fasse beau, qu'il fasse un peu gris, quelquefois même avec la brume, c'est assez, captivant de voir, cette baie d'Along. Par contre, si vous choisissez l'extension et que nous sommes au mois de janvier, même encore quelquefois en février, eh bien, il peut faire froid. Il y a quelquefois du vent qui vient, de Chine, hein, forcément, toutes les mauvaises choses viennent de Chine, à en croire les Vietnamiens et il peut y avoir des différences importantes par rapport au sud. Donc tant pis, prenez un lainage pour, supporter des températures qui peuvent être, frisquettes en janvier à la baie d'Along. Voilà et là, à la baie, il y a plusieurs excursions proposées, notamment, le fait d'aller se promener dans, des anciennes sur des lacs, qui sont au centre d'anciennes grottes dont le plafond s'est effondré avec des rameurs. On passe sous le porche de la grotte et on arrive là dans des espaces clos. Quelquefois, il y a des singes. S'ils ont faim, ils vont venir chercher, à manger et puis quelquefois, le plafond des grottes n'est pas effondré, donc on marche dans de très belles grottes, illuminées, bien aménagées et qui nous permettent justement de nous rendre compte que la baie d'Along n'est pas seulement touristique, mais c'est aussi un musée de géologie qui est tout à fait, remarquable.
Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions. J'espère avoir été claire et j'espère surtout vous retrouver très bientôt sur une de ces croisières, en particulier celle du Laos, qui est chère à mon cœur parce que je trouve que c'est la plus pittoresque, mais celle du Mékong, du bas Mékong, Cambodge-Vietnam, qui est aussi incontournable avec Saigon, Siem Reap, Angkor et les extensions. Ce sont de grands moments culturels. Merci beaucoup, mesdames, messieurs.